Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette petite vidéo bilan, perspective et FAQ pour les 2 ans de la chaîne de l'atelier d'histoire. Je suis vraiment très heureux de pouvoir vous retrouver à ce stade, surtout vu le chemin parcouru jusqu'à présent. Alors je vous propose de commencer sans plus attendre la question du bilan. Alors vous inquiétez pas si vous me voyez de temps en temps regarder mes notes, parce que c'est quelque chose de quasiment totalement improvisé, ce que je suis en train de vous faire. Donc ne m'en veuillez pas, c'est pas construit, enfin c'est construit, mais juste avec des notes prises à la va-vite. Et commençons donc par le bilan. Eh bien la première chose que j'ai à dire, c'est merci. Merci à vous qui êtes plus de 7000 abonnés aujourd'hui à cette chaîne et qui me soutenez dans mon travail. Il faut dire que c'est quelque chose à laquelle je ne me serais pas du tout attendu, d'autant plus qu'il y a eu une accélération entre le mois de mars et avril, totalement inespérée. D'une part, grâce à l'algorithme de YouTube qui a mis en avant ma vidéo, la première partie sur la Commune de Paris, et puis aussi par la recommandation d'un youtubeur que vous connaissez pour plus de la moitié, que je connais moi-même pour le suivre aussi de mon côté, à savoir Arnaud Thierry de la chaîne AstronoGeek. Je ne peux que le remercier très chaleureusement d'avoir mis en avant une de mes vidéos et d'avoir recommandé ça auprès de ses abonnés. Donc, cher Arnaud, je te remercie du fond du cœur pour ce bond que tu m'as fait faire par cette simple recommandation, juste parce qu'elle t'a plu. Encore une fois, merci à toi. Donc voilà, donc encore une fois, je vous remercie toutes et tous de m'avoir soutenu ces derniers temps, de m'avoir rejoint, de me suivre depuis le début, et parce que ça, c'est des choses qui me font vraiment très très chaud au cœur. D'ailleurs, je tiens aussi à préciser que les commentaires que vous me laissez sous les vidéos, c'est pas seulement un soutien pour le référencement que vous me donnez, c'est aussi un soutien moral qui pour moi est très important, puisque ça me donne envie de continuer, ça me permet d'interagir aussi, d'avoir vos opinions sur ce que je publie, sur ce que je réalise et au final, ce que vous en pensez tout simplement. Donc ça, c'est des choses qui me sont très précieuses et vraiment du fond du cœur, je vous remercie. Même si des fois on n'est pas d'accord, on a le droit de pas être d'accord, à partir du moment où on respecte, les avis des uns des autres. Là-dessus, je ne peux que vous remercier encore une fois. Alors parmi les points bilans qu'on pourrait, étudier, c'est l'objectif que j'avais de faire une vidéo par mois. J'y suis arrivé, mine de rien, avec, un peu de difficulté, une irrégularité, mais la moyenne est là. J'ai réussi à faire une vidéo par mois et ça, je dois dire que c'était pas gagné d'avance. La grosse satisfaction que j'ai, c'est donc le travail que j'ai fait sur la Commune de Paris, qui est en fait les 3 plus grosses vidéos en termes de durée et pour lesquelles ça a relativement bien fonctionné, même si la première a très, très bien fonctionné, comme je disais, grâce, à l'algorithme. La deuxième, grâce à vous qui avez suivi et la troisième a quand même aussi bien réussi, même si, bon, je pense qu'elle a fait un résultat un petit peu plus modeste, sans doute parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient sorties à ce moment-là, peut-être que c'était plus trop dans la vague, hem, il y a différentes raisons qui doivent le faire, peut-être que d'autres n'ont pas reçu la notification, n'ont pas tout simplement voulu suivre, ou se sont dit: «Bon, bah, 45 minutes, c'est peut-être un petit peu long, on passera plus tard». Mais voilà, toujours est-il que c'est une des satisfactions que j'ai. Hem, L'autre aspect, c'est, que j'ai beaucoup développé ces derniers temps sur la Première Guerre mondiale, non seulement parce que c'était mon sujet de thèse sur lequel, j'ai donc travaillé pendant plus de 5 ans, mais aussi parce que c'est des thématiques qui m'intéressent beaucoup et qui me permettent aussi, d'attirer un certain nombre d'entre vous et de partager des réflexions, des recherches personnelles, des choses, effectivement, bah, qui m'intéressent et qui me semblent importantes de mettre en avant. Voilà. En revanche, là où ça a un petit peu stagné, c'est les vidéos plutôt à tendance sociale. Je pense, moi j'en ai fait que 2, mais c'est aussi lié au fait que ça a pas fonctionné tant que ça. C'est, Bread and Roses, donc sur la grève des industriels, des ouvriers textiles, des États-Unis en 1913 et les ouvriers, donc là, le vlog que j'avais fait sur les ouvriers dans l'art, où là, pour le coup, ça a pas du tout décollé. Alors moi, c'est des vidéos que j'aime bien. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, ça m'a beaucoup touché d'ailleurs même de parler de ces sujets-là.
Bon, malheureusement, ça a pas suivi au niveau audience. C'est pas grave, peut-être que ce sera l'occasion, peut-être de le voir après cette vidéo. Vous me direz ce que vous en pensez, vous pouvez me le dire. D'ailleurs, si vous avez des idées, des suggestions de sujets, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. C'est aussi intéressant de voir aussi le champ des possibles, mais même si celui-là, bon, va un petit peu évoluer, ce dont je parlerai, en perspective. Toutefois, ce que je constate, c'est qu'il y a aussi une évolution qualitative des vidéos, même si j'ai l'impression d'arriver un petit peu à un plateau, et ça je pense que c'est lié au fait que j'en fais pas, entre guillemets, «beaucoup», ce qui fait que, peut-être que je me concentre un petit peu moins sur, la recherche d'amélioration, de nouveaux logiciels, de nouvelles manières de faire et cetera. Peut-être que je préfère effectivement reposer sur, heu, des valeurs sûres en termes de montage, en termes de dynamique. Mais en tout cas, ça c'est quelque chose qu'on peut voir, je pense, quand on voit effectivement les premières vidéos et celles que je fais, que j'ai faites encore récemment. D'ailleurs, en parlant des premières vidéos, la chose un peu, surprenante et à la fois agréable et un peu, comment dire? Un peu gênant, enfin un petit peu gênant, mais ça c'est normal, c'est moi. C'est la reprise de l'épisode sur le football, donc le tout premier épisode, par un journaliste de, Slate Audio, qui a fait une série d'ailleurs une série audio sur l'arbitrage, que je vous invite d'ailleurs à écouter, qui est assez sympathique. Lui-même a été arbitre. Donc c'est Damien Jodot qui l'a fait et donc qui a repris juste un extrait, de ma vidéo quand je parle de l'arbitrage et de la constitution des règles, donc des règles du football, au 19e siècle. Donc il fait un petit complément aussi, ce qui est très bien, ce qui me permet aussi de me corriger, mais je dois dire que c'était assez horrible de m'écouter parce que je parle beaucoup, beaucoup, beaucoup trop vite. Et là, je dois parler trop vite sur cette vidéo, donc c'est normal. Et d'ailleurs la voix de Doc est pas encore très, très, très stable. C'est comme ça et en plus je parle trop vite, donc c'est des choses qui sont pas extraordinaires. Mais voilà, ça fait plaisir de voir que, ben, un travail est utilisable et jugé utilisable par des journalistes, donc tant mieux quoi. Voilà. Sinon oui, concernant Doc, donc la marionnette, oui, alors déjà je dis pas assez son nom. Oui, il s'appelle Doc, donc c'est une marionnette que j'ai réalisée justement, qui me sert en fait, au départ ça me servait surtout comment dire? De prétexte de pas être devant la caméra, donc de passer un certain quota de texte, hem, par lui sans que je sois face caméra et que, je puisse en même temps que je l'actionne, dire le texte et éviter d'avoir trop de coupures, au montage, d'avoir plus de continuité devant caméra. Bon, force est de constater que, bon, peut-être que ça marche pas tant que ça. Donc finalement son rôle est en train d'évoluer. Je pense que ça s'est vu, dans les dernières vidéos, où il a plutôt un rôle de buddy, où il va soit relancer sur une question, soit faire une blague, enfin faire un petit peu le dédrama en fait, la dédramatisation, du propos. Hem, Ça c'est un rôle qui me semble intelligent, donc peut-être plus juste par rapport effectivement à ce qu'on peut attendre de lui. Heu, Cela dit, je sais qu'il a donné pas mal de critiques, donc je vais être très clair là-dessus. Il restera. Je sais que certains aimeraient qu'il soit abandonné. Non, je vais le garder parce que ça fait partie de l'identité de la chaîne et puis alors il y a peut-être des vidéos où il sera pas là, mais je considère que, ça fait partie de la marque de la chaîne et que je vais continuer à l'utiliser. Voilà. Sinon, bah, l'autre grande nouvelle et ça je peux pas passer à côté parce que c'est quand même assez là aussi c'est une forme de reconnaissance et d'encouragement et ça a aussi peut-être beaucoup joué, dans le référencement de la chaîne, mais aussi, dans le partage d'informations. C'est que depuis le 16 mars, le jour où j'ai reçu le mail d'acceptation, bah, je fais partie du label Hérodote. Donc cette association de, youtubeurs d'histoire, d'archéologie, d'histoire de l'art,
qui, donc ont décidé de se fonder il y a quelque temps, je crois début 2019 si ma mémoire est bonne, et qui aujourd'hui réunit une trentaine de vidéastes, amateurs ou professionnels ou semi-professionnels, qui ont un but unique, celui de vulgariser dans les meilleures conditions, et aussi de proposer de la qualité. Donc c'est vraiment, à la fois une forme de reconnaissance aussi et une occasion de partage de connaissances. Il y a beaucoup de solidarité, c'est ça que je trouve intéressant, beaucoup d'échanges. Puis il y a le côté relecture de script qui est, assez stimulante quelque part, puisque ça permet de voir un petit peu, comment on travaille, les uns les autres. Puis ça permet aussi de découvrir, hein, d'autres créateurs, d'autres, créatrices. Hem, c'est vraiment une occasion d'ouverture, heu, puis ça permet de voir la diversité, des profils qui existent et les raisons qui ont conduit les uns les autres à la vulgarisation, sur YouTube. Et donc voilà, c'est vraiment un plaisir. Puis bon, bah, les échanges sont très enrichissants, très sympathiques, il y a une très bonne ambiance et c'est vraiment, voilà, je les salue toutes et tous. Voilà, alors ce qui compte, c'est qu'on s'est toujours pas rencontrés. Enfin, au moment où je tourne cette vidéo, nous nous sommes toujours pas rencontrés en vrai. La faute, à ceux que vous savez, cette saloperie de virus. Alors je devrais en rencontrer quelques-uns d'ici, le 20-22, août à Sully-sur-Loire lors d'un festival, d'histoire et de reconstitution auquel je vais donc, me rendre avec, d'autres vidéastes et donc on va faire un petit truc, je sais pas si cette vidéo sera publiée avant ou pendant, j'ai pas encore décidé de la date exacte. Parce que c'est en fait, j'ai créé la chaîne, faut savoir, j'ai créé la chaîne en fait en 2018, en mai 2018, sauf que je n'ai mai fait la première publication que le 18 août. J'ai refait la publication le 23 suite à quelques petits soucis. Donc en fait, la vraie date, c'est entre le 18 et le 23. On est dans ces eaux-là. Donc ce sera possible que ce soit publié, 18 ou 23, août. Donc vous verrez, bah, vous le saurez de toute façon puisqu'il y aura la notification, donc voilà. Vous saurez quelle date, définitive est à commémorer. Alors autre élément effectivement qui s'est passé avec le label, c'est, le live du 4 juillet que j'ai fait avec, 3 autres youtubeurs, très sympathiques et avec qui il y a eu un échange absolument enrichissant où j'ai appris pas mal de choses d'ailleurs, donc c'était avec, Romain de la chaîne Averroès, Simon de la chaîne Le Pharaon et Clément de la chaîne Histoire Alsace. Un exercice assez déroutant, j'étais un petit peu stressé, alors je sais pas si ça s'est vu, mais, en tout cas moi j'ai fini par prendre beaucoup de plaisir à intervenir, je peut-être trop parler, parce que je suis très bavard, dès qu'on me met, devant une caméra ou qu'on me lance sur un sujet. J'ai tendance à être un petit peu bavard et faut parfois un petit peu me couper, voilà. Mais voilà, donc c'est une expérience à renouveler et j'espère qu'il y aura d'autres occasions. Bon évidemment, on laissera les autres, le faire et vraiment j'ai hâte de voir les prochains lives. De toute façon, je vous mettrai les liens dans les descriptions, enfin non, ce sera plutôt là. Voilà, ce sera là ou là, je sais plus. Voilà, sinon un autre élément, ouais, sur la question du financement. Alors les vidéos évidemment sont gratuites, hein, sur YouTube, mais vous avez dû constater que depuis, le 1er juin, eh bien, les vidéos sont monétisées. C'est lié à un changement aussi de YouTube qui a décidé, unilatéralement de monétiser certaines vidéos très vues. Voilà, changement de modèle, économique. Donc moi, plutôt de voir mes vidéos, monétisées sans que je sois rétribué, bah, j'ai décidé de les monétiser. Donc j'en toucherai une partie. Pour vous dire, c'est pas énorme puisque depuis le 1er juin jusqu'au 31 juillet, heu, j'ai généré 41 $. Non, c'est absolument rien et pour qu'elle se soit versée sur mon compte, il faut que ce soit 100 $, l'équivalent de 80 €. C'est pas mal, mais bon, au bout de 3 mois, enfin, je sais pas combien de temps, c'est pas folichon, quoi. C'est pas extraordinaire. Donc voilà, c'est pas ça qui, me donne à manger, me fait payer un appartement, ce genre de choses, voilà. Sinon, pour ce qui est de la rétribution de la chaîne, j'hésite encore à ouvrir une page Tipeee ou Utip.
sachant que Utip aujourd'hui utilise les mêmes fonctionnalités que Tipeee. Donc c'est quelque chose effectivement que je suis en train d'envisager. D'abord parce que mon matériel commence un petit peu à vieillir et pas forcément extraordinaire. Avoir un prompteur, ça peut être aussi intéressant. Et puis, ben, tout simplement parce que, j'ai beau faire ça en amateur, c'est du travail et c'est là où on va un petit peu parler de l'avenir de la chaîne. Donc, la deuxième partie, avenir de la chaîne et si j'ai pu vous dire que j'ai pu tenir jusqu'à présent le rythme d'une vidéo par mois, à partir de maintenant, ça va être très compliqué. En effet, je travaille en même temps depuis quelques années maintenant à temps plein, puisque je suis fonctionnaire de la ville de Paris. Mais le problème, bah, c'est quand c'est du temps plein, ça me demande énormément de temps. Tourner une vidéo, bam, c'est du temps de documentation, c'est du temps d'écriture, c'est du temps de tournage, du temps de montage et et malheureusement, ben, il se passe aussi beaucoup de choses à côté. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, d'archives et de poussière. Voilà. Et malheureusement, ben, je n'échappe pas à cette règle. Donc effectivement, ça prend beaucoup de temps, c'est très fatigant. Donc c'est comme si je menais en fait, si vous voulez, vraiment 2 activités pleines en même temps. Sinon sur les projets, restons, optimistes, eh bien on va continuer à explorer la Première Guerre mondiale. Ça c'est quelque chose qui est toujours au programme. Donc ces à côté, les idées reçues ou les histoires, méconnues. Il y a un aspect que je voudrais bien développer, c'est, tout ce qui est, histoire économique. Notamment dans les pays belligérants. Ça sera d'ailleurs l'occasion un petit peu de parler de ma thèse, parce qu'on a tendance un petit peu à pas trop, prendre en compte, bah, le fait que la Première Guerre mondiale, c'est la première guerre totale au sens où elle mobilise l'ensemble des ressources des pays belligérants. Et quand on dit ça, c'est pas seulement effectivement que ça mobilise tous les hommes sur un front et ça dure 4 ans, voire plus, mais il y a vraiment aussi toute la logistique derrière qu'on a tendance un petit peu à oublier ou à trop résumer parfois simplement aux aspects armement, heu, alors que ça va beaucoup, beaucoup plus loin et c'est des aspects que je voudrais bien évoquer et je pense qu'en 2022, on aura l'occasion de le faire de manière un peu plus posément. On prendra notre temps pour le faire évidemment, ça quitte à déborder sur 2023, on verra. Sinon, j'aimerais bien retourner un petit peu sur le 19e siècle. Donc là, il y a une vidéo qui est prévue et qui portera sur le 19e siècle. J'en dis pas plus, c'est une histoire en or. J'en ai déjà trop dit. Voilà, donc puisque à la base, en fait, je suis 19e. Donc l'occasion aussi de revenir un petit peu à mes premières amours, et de un petit peu changer de la Première Guerre mondiale parce que je pense que ça peut être pour beaucoup, même pour moi, un petit peu trop parfois. Voilà. Puis sinon, bah, il y a toujours la possibilité, de participer à des lives ou de contribuer à des collabs, si ça se présente, si l'occasion se présente. Voilà, ou même si moi d'ailleurs j'ai des choses à proposer, des choses qui pourront se faire. Et enfin, bah, il y a tout ce qui est participation, pas s'interdire à ça, donc participer à des festivals ou des événements, grand public. Donc je vais continuer à proposer quand c'est possible et puis on verra. Voilà. Et maintenant, il est temps de passer à la FAQ. Donc j'avais fait plusieurs posts sur les réseaux sociaux et sur l'onglet communauté. Ah d'ailleurs, allez voir ça, l'onglet communauté, il se passe pas mal de choses sur la chaîne YouTube. Je publie régulièrement, ça peut être aussi intéressant pour vous. Voilà, donc je vous propose qu'on commence par la première question. Une question d'histoire en histoire. Quelle est la différence entre un pigeon? Il a une patte plus égale que l'autre. Quel était ton sujet de thèse? Alors j'y avais déjà répondu dans une précédente vidéo, bilan, mais qui date un tout petit peu, je dois l'avouer. Alors mon sujet de thèse, c'était mobiliser l'industrie textile, laine et coton, l'État, les entrepreneurs et les ouvriers dans l'effort de guerre 1914-1920 en France. Alors mon sujet de thèse, en fait, c'était une analyse d'un secteur industriel dans le cadre de la mobilisation économique durant la Première Guerre mondiale. Donc il s'agissait de voir quelles ont été les conséquences directes sur l'organisation économique de cette branche, hein, du fait de la guerre,
puisque ça a des impacts géographiques, hein, avec l'invasion du nord et de l'est où il y avait des grosses industries, textiles à l'époque. Comment aussi on a répondu aux défis, hein, de la mobilisation, des besoins en textile, que ce soit pour les uniformes, pour, les entoilages, pour, les bâches et cetera. Alors bois, j'en ai pas trop parlé parce que le coton n'en faisait pas, mais, comment aussi, le secteur civil a été touché, comment aussi les entreprises, se sont réorganisées, que ce soit sur leurs réseaux commerciaux, que ce soit sur, l'organisation du travail. Et comment ça s'est exprimé effectivement en termes comptables, ce genre de choses. Et puis évidemment, les conséquences, de la guerre et de l'après-guerre, donc du retour à la paix, de l'immédiate après-guerre, sur ces industries, avec le retour des territoires occupés, mais aussi de l'Alsace-Moselle. Voilà. Donc on en reparlera, vous inquiétez pas, je compte bien faire, une espèce de thèse de comment dire? Oui, de thèse en 180 secondes qui durera 10 minutes, parce que 180 secondes, c'est vraiment trop court. Quoique c'est un défi que m'ont lancé quelques personnes, elles se reconnaîtront, je sais. Mais voilà, donc ce sera j'en parlerai un jour, vous inquiétez pas, plus en détail. Alors, Aeronautes, une autre très bonne chaîne à voir, oui, d'histoire en histoire, Aeronautes, il y a beaucoup de chaînes là qui m'ont proposé des choses. Je vous les recommande toutes, parce que déjà les gars sont sympas. Et puis surtout, ce qu'ils font, c'est de la très bonne qualité et c'est vraiment à voir, hein. Vraiment, je vous les recommande, vraiment, dans l'ensemble. Alors Héronote, lui, il est membre du label Hérodote et il me pose la question suivante: «Pourquoi vulgariser l'histoire sous le format vidéo?» Bah, en fait, c'est un des formats assez populaires, déjà parce que je pense que comme beaucoup, on a été très influencé par, tous les youtubeurs, pionniers, comme Ben de, la chaîne Nota Bene ou Manon Bril donc de la chaîne, C'est une autre histoire et tous les autres évidemment que vous connaissez, je vais pas tous vous les citer, heu, parce que c'est un format qui marche bien en fait, tout simplement. C'est à cheval entre la conférence avec PowerPoint et la relation directe en fait avec le public. Alors même si on n'est pas en direct, hein, et il y a un intermédiaire, la vidéo et cetera, mais ça permet d'être plus, de construire quelque chose de beaucoup plus fluide et puis, surtout il y a le côté, très très intéressant d'un point de vue technique justement de maîtriser, le cadrage, le montage, ce genre de choses, hem et c'est vraiment quelque chose que je trouve intéressant en termes de maîtrise. Et puis YouTube, c'est un support qui est vraiment très intéressant, qui est vraiment très intéressant pour ça. Voilà. Alors, autre question, as-tu des objectifs spécifiques en tête pour cette chaîne? Et je la rattache à une question de simple vivant: pourquoi avoir créé cette chaîne? Bah, l'objectif de cette chaîne principalement, bah, c'est de continuer quelque part, une sorte de post-thèse quelque part, à entretenir ma curiosité de l'histoire. On le voit d'ailleurs, c'est pour ça que je fais beaucoup de choses sur la Première Guerre mondiale, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses à creuser et à explorer. Et je trouve que c'est d'ailleurs très significatif d'ailleurs sur la société de l'époque, la société du 19e siècle qui disparaît, et puis celle du 20e siècle qui apparaît. Donc oui, c'est vraiment pour entretenir la curiosité, c'est aussi pour partager des connaissances que j'ai aussi accumulées durant mes études et que, j'aimerais aussi pouvoir un petit peu diffuser. Mais voilà, donc voilà, c'est vraiment pour partager et puis, voilà, c'est tout ça. Alors question suivante de Nicolas de Métalleux Curieux. Où as-tu trouvé ton acolyte pelucheux? Dans ma tête, je l'ai fabriqué moi-même. Il t'aide beaucoup dans la rédaction des vidéos. Alors il faut pas grand-chose, mais c'est un sacré soutien moral. Alors ensuite on a Zoom Histoire. Penses-tu faire des vidéos autres que l'histoire contemporaine? Et je vais aussi la rattacher à ce que me pose Tout en Égypte, un égyptologue, comme ça Simon se sentira moins seul, le pharaon. Souhaites-tu faire des vidéos sur l'Antiquité? Alors, je suis contemporanéiste et surtout 19e. Alors, je sais que les médiévistes et les antiquisants aiment pas beaucoup la période 19e siècle parce que, bah, il y a beaucoup de conneries qui sont racontées, hein, faut bien le dire. Mais voilà, c'est une période qui, moi, me passionne, qui est assez courte, mais dans l'histoire, de l'humanité, mais qui concentre énormément d'événements, de faits et d'évolutions. C'est vraiment une période d'accélération.
Alors il y a très peu de chances, hein, que ça me conduise à faire d'autres périodes, pour une raison très simple, c'est que c'est pas ma spécialité, je suis pas forcément à l'aise avec ces périodes-là et donc ça va me donner un gros travail de documentation et de remise à niveau. Donc je préfère vraiment laisser des périodes antérieures, notamment, l'Égypte antique ou l'Antiquité, à des gens qui sont vraiment formés pour ça et qui ont, vraiment la documentation pour, tout ça. Là-dessus, je leur fais complètement confiance. Alors cela dit, il y a une période qui est pas très, très vulgarisée, je trouve, c'est l'époque moderne, donc 16e, 18e siècle, donc 3 siècles assez importants, où là aussi il se passe énormément de choses. Il y a vraiment un changement de dimension, à la perception du monde, et c'est un petit peu le parent pauvre, je trouve, de la vulgarisation. Pas qu'il y a absolument rien, il y a des choses, hein, mais vraiment il y a vraiment partie des périodes les moins valorisées. Et je pense que si, il y avait une période à travailler, ce serait plutôt celle-là. Mais là encore, ça me demanderait, un peu de remise à niveau et de travail documentaire et de lecture à faire. Voilà. Guillaume P: feras-tu d'autres périodes telles que la Seconde Guerre mondiale, l'Indochine, la Corée ou l'Algérie? Alors, là encore, c'est des thèmes qui sont super intéressants. Et oui, j'ai des petits projets actuellement qui concernent certains de ces événements, mais pour le moment, ils sont encore dans la tête, il n'y a rien d'écrit, ni même de commencer en lecture, donc c'est encore à l'état de liste, à faire. Cela dit, il y a quand même des choses à dire. Par exemple, sur la Deuxième Guerre mondiale, ce qui peut m'intéresser, c'est traiter un petit peu de la France et de Vichy, notamment les origines de Vichy, son héritage et aussi un petit peu d'histoire économique. Je pense notamment à un bouquin qui avait été dirigé par Florent Lebeau, que je salue au passage, et qui parlait notamment donc de l'économie de la France sous Vichy. Pourquoi, et qui essayait d'expliquer un petit peu pourquoi l'économie française a été la première à soutenir l'effort de guerre allemand de tous les pays occupés durant la guerre. Donc ça, c'est vrai que c'est un thème que je trouve intéressant et qui, à mon avis, mériterait d'être vulgarisé. D'ailleurs, je vous mets dans les fiches, je ne sais jamais de quel côté c'est, d'ailleurs une vidéo qui reprend un petit peu sa présentation de l'ouvrage collectif, qui est assez passionnante et qui, j'espère, vous intéressera. Ça dure 1 heure. Mais voilà, vous vous mettez en mode podcast, c'est parfait. Puis en plus, c'est très clair. Voilà, donc là-dessus, ce serait intéressant. Pour ce qui est de l'Indochine et de l'Algérie, ce sera plutôt à travers le prisme de la colonisation et de la décolonisation. Hem, Surtout essayer de comprendre effectivement, parce que si on veut expliquer, ces guerres, il faut qu'on comprenne aussi, pourquoi, il y a eu colonisation, qu'est-ce qui a mené finalement aux guerres de décolonisation. Heu, donc effectivement, essayer de comprendre un petit peu les sociétés coloniales. Et pour la Corée, là, pour le coup, il y a pas de projet en cours, même si, l'idée est parfaitement intéressante, dans cette perspective d'expliquer, l'histoire de la guerre froide. Mais là encore, on est sur des projets, qui demandent beaucoup de temps de préparation. Voilà, donc on verra un jour si j'ai le temps, mais ce ne sera pas avant un certain temps. Voilà. Laurent Turcot, de l'Histoire, nous le dira, professeur d'histoire moderne à l'université de Trois-Rivières, si je ne me trompe pas. Tu me corrigeras dans les commentaires, je te salue. Pourquoi l'histoire? T'as pas plus simple comme question. Non, c'est un vaste sujet. Là, je ne peux pas répondre en 3 secondes. Il y a un intérêt personnel, effectivement, depuis tout gamin que je m'intéresse à l'histoire. Comme beaucoup de gens ont intéressé à travers le mythe napoléonien, dont je suis un petit peu sorti aussi, à travers les histoires romaines, à travers les films, à travers plein de choses. Heu, Puis aussi parce que ça raconte l'humain quelque part. C'est essayer de comprendre un petit peu, comment nos sociétés ont évolué, comment, les groupes humains, les individus ont agi sur, une histoire globale. Voilà, c'est tout ça qui m'intéresse. Heu, Vovienne ou Wovians, quelle est votre période préférée? Et Guillaume P. encore: as-tu une période favorite? Il y a tellement d'anecdotes et de petites histoires dans la grande que le choix est difficile et tout est passionnant.
Alors bien sûr, comme je l'ai dit, hein, c'est le 19e siècle, même si je touche beaucoup à la Première Guerre mondiale, mais à l'origine, j'ai beaucoup travaillé sur l'histoire sociale et notamment du mouvement ouvrier au 19e siècle. J'y ai consacré d'ailleurs un mémoire, de master sur les délégations ouvrières, enfin, sur la question ouvrière à travers donc les expositions universelles et notamment celle de 1867 à Paris sous le Second Empire. Exposition dont j'espère un jour parler. Mais oui, c'est histoire contemporaine, 19e jusqu'à la Première Guerre mondiale, essentiellement. Simple vivant, tu fais encore de la recherche? Non, non, je ne fais plus de recherche. Là encore, le temps est assassin, comme on dit. Heu, les derniers articles que j'ai envoyés dataient donc de septembre 2020 si je me trompe pas, donc pour un article qui a été publié donc dans un recueil pour l'agrégation de cette année, sur l'histoire du travail. Mais effectivement, la participation à des colloques ou des journées d'études, effectivement, c'est quelque chose qui est terminé. Voilà. Donc, la dernière datait de 2019. Je n'ai pas renouvelé, depuis, la moindre participation. C'est comme ça, voilà, c'est la vie, il y a une page qui se tourne, voilà. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je me dis pas historien, je me dis docteur en histoire et vulgarisateur amateur. Voilà. Alors, Guillaume P, encore, es-tu collectionneur de matériel militaire? Ben, pas du tout à l'origine, même si je me suis fait une petite folie d'acheter en fait un uniforme quasi complet, de poilus de 14-18, enfin plutôt de 1915. Pour le reste, effectivement, donc le masque à gaz qu'on voit, il date de 1939 et il est destiné aux civils. Puis la petite cartouche qu'on trouve juste à côté, c'est donc une cartouche qui a été trouvée dans le jardin de mes grands-parents. Il y a des petits soldats de plomb et d'étain qui sont des cadeaux de ma mère. Puis quant à Napoléon, c'était mon époque où j'étais très fan du mythe napoléonien. Et j'étais très très jeune, je devais avoir eu 10 ans peut-être, voilà. Et j'ai cassé littéralement ma tirelire. Mais vraiment, je suis arrivé avec mon porte-monnaie et mes pièces de 10 francs à les mettre sur le comptoir. Vraiment, non, c'était vraiment ça, dans une boutique qui était, avenue Jean Jaurès à Paris, qui n'existe plus aujourd'hui, hein, parce que le temps fait son œuvre. Heu et donc j'avais acheté cette figurine, à l'époque, et donc ça trône depuis, sur mon bureau, puis maintenant sur mes étagères, mes bibliothèques. Et on arrive à la dernière question. Rob, l'histoire avec une grande H, aimes-tu les uchronies? Est-ce un exercice scientifique pertinent? Et quelle serait ton uchronie préférée, idéale, etc. Alors, je ne suis pas un grand familier des uchronies, donc ça va être très compliqué pour moi de vraiment répondre, là-dessus. Cela dit, j'en ai lu une qui se trouve être juste à côté de moi. Vous avez vu, les choses sont bien faites. Et c'est donc le bouquin de Kim Stanley Robinson, donc Les Chroniques des années noires. Le titre anglais, c'est The Years of Rice and Salt, qui est un titre que je trouve bien meilleur que la traduction française. C'était un cadeau d'ailleurs qu'on m'a fait il y a quelques années. Coucou Raph. Et c'est vraiment un bouquin qui m'avait beaucoup plu, justement. En gros, ça part du principe que l'Europe disparaît à l'occasion de l'épidémie de peste noire, donc au XIIIe, XIVe siècle. Et donc il n'y a plus d'Europe, il n'y a plus rien. Et il se pose la question de que devient le monde au moment où cette partie du monde qui va être extrêmement influente après, comment le monde évolue? Comment le monde évolue? Comment l'Europe est reconquise? Quelles sont les sociétés qui vont dominer? Et cetera, et cetera. Alors quant à la question de, scientifiquement, je trouve que c'est intéressant effectivement de se poser la question: «Qu'est-ce qui se serait passé si ça ne s'était pas passé?» Si, voilà, Colomb avait coulé, par exemple, bon, il y aurait eu peut-être d'autres choses, parce qu'il y avait d'autres réflexions, il y avait d'autres débats, mais je trouve que c'est un truc intéressant. En tout cas, c'est un exercice intellectuel intéressant, qui force un petit peu à se poser la question de l'importance des faits seuls.
Est-ce qu'un fait seul a une importance ou est-ce qu'il est absolument la concordance avec d'autres faits pour avoir son poids? Bon là, c'est mon avis, hein, évidemment, mais par exemple, les exercices que propose Arte, sur, Point de repère, où ils partent toujours d'un élément de: «Qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait pas réussi ça? Qu'est-ce qui serait passé si ça avait réussi ou pas?» enfin, été dans un sens ou pas dans un autre. Heu, c'est des exercices intéressants, mais qui oublient de dire que l'histoire est pas si linéaire que ça. Et que parfois un fait peut changer, mais que le cours en global peut très bien ne pas être, aussi perturbé que ça, peut-être. Puis autre exercice intéressant, c'est celui que propose justement, Alteris, que je vous recommande, un autre youtubeur intéressant, heu, où là il propose carrément des scénarios où là aussi on rentre dans le scénario complètement alternatif. Là encore, je trouve qu'on est moins dans un exercice scientifique que dans un exercice intellectuel et je pense qu'il faut différencier les 2. L'exercice scientifique, il essaie de vraiment mesurer le poids des faits sur le cours de l'histoire. L'exercice, intellectuel, voire littéraire ou créatif, lui est beaucoup plus libre quelque part et se permet des libertés et d'oublier certains faits à côté. Mais ça reste un truc vachement intéressant et vachement stimulant d'un point de vue intellectuel. Donc ne serait-ce qu'au niveau de l'imagination, c'est quelque chose ouais, de très enrichissant. Oui, définitivement. Bon, ben, je crois qu'on est arrivé au bout, hein, de cette vidéo. Pour tout vous dire, ça fait 1h10 que je tourne. Je ne pensais pas mettre autant de temps à vous répondre et à faire cette vidéo. Merci à vous toutes et tous qui me soutenez depuis le départ. Merci à Arnaud Thierry, merci aux camarades du label, merci à l'ensemble des vulgarisateurs et vulgarisatrices avec qui j'ai pu échanger ces derniers temps, surtout sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux, etc. J'espère vraiment continuer sur, vous proposer de la qualité, de vous proposer, des sujets intéressants qui vous stimulent intellectuellement, qui vous interpellent, avec lesquels vous ne pouvez pas être d'accord aussi. Sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, prenez soin de vous, à la prochaine.